Et nous sommes donc en ligne avec Guillaume Ancel. Bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes ancien officier de l'armée française. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, c'est paru chez Flammarion. D'abord, comment est-ce que vous analysez cette tentative d'attaque au-dessus de Moscou? Kiev n'a rien revendiqué. Est-ce annonciateur d'une nouvelle étape? Ah oui, clairement, on est rentré dans cette nouvelle étape avec l'offensive contre la région russe de Koursk. En fait, jusqu'à cette offensive qui a commencé le 6 août, il y a déjà plus de 2 semaines, tout le monde pensait que la situation était pliée pour l'Ukraine. Vous l'avez très bien montré dans le sujet. Le rouleau compresseur qui ressemble à celui des soviétiques avance inexorablement dans le Donbass, de quelques kilomètres seulement par jour, mais avec des pertes effroyables et sans jamais s'arrêter. Et donc on pensait que les Ukrainiens n'auraient pas d'autre sort que de céder le Donbass. En réalité, quand ils ont lancé cette offensive surprise, ils ont bien sûr créé un choc psychologique pour les Russes qui n'ont jamais été attaqués sur leur territoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Poutine a immédiatement essayé de minimiser cette offensive en la présentant comme une incursion terroriste. Et là, on est dans la prolongation de ce retour en fait de la guerre sur le territoire russe avec une attaque de drones, au moins une quarantaine de drones cette nuit qui ont ciblé des objectifs militaires, mais y compris dans la région de Moscou, et qui montrent à la Russie que la guerre s'est invitée sur son territoire. Et en fait, c'est ça pour moi que veut montrer le président ukrainien, Zelensky, c'est qu'il a déplacé la guerre sur le territoire russe. On reste quand même dans un effet psychologique. On voit mal les Ukrainiens là engager une offensive sur la capitale. Alors oui, clairement, si les Ukrainiens voulaient envahir la Russie qui fait 17 millions de kilomètres carrés, ça n'est pas avec les 1000 kilomètres carrés qu'ils ont conquis en 2 semaines dans la région de Koursk qu'ils pourraient l'espérer. C'est pas du tout ce qu'ils visent, effectivement. Et ce ne sont pas forcément des objectifs militaires stratégiques. Le but pour eux, c'est de montrer aux Russes le miroir de ce qu'ils font en Ukraine. Qui, aujourd'hui, en Russie, pourrait reprocher aux Ukrainiens d'avoir bombardé, y compris Moscou, puisque c'est ce qu'ils font depuis 30 mois au quotidien contre l'Ukraine. En fait, les citoyens russes étaient à peu près persuadés par la propagande de Poutine que cette guerre était une guerre de libération contre les nazis. Le problème, c'est que là, ils découvrent que de vouloir envahir son voisin, c'est une chose, de risquer d'être envahi, en tout cas d'être sous la guerre à cause de lui, c'en est une autre. Il y avait déjà eu, si ma mémoire est bonne, des attaques de drones sur la capitale russe, tout près du Kremlin, je crois. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, l'attaque que vous évoquez, qui avait eu lieu à 2 reprises, en fait, était très limitée. C'était 1 ou 2 drones qui avaient été interceptés. On s'était même posé la question à un moment de savoir si ce n'est pas les Russes eux-mêmes qui avaient mis en scène cette soi-disant attaque. Là, ce qui change, c'est que en fait, les Ukrainiens passent leur temps à frapper là où les Russes ne s'y attendent pas. En fait, les Russes se comportent comme Goliath et ils sont face à David. Si David voulait arrêter Goliath dans le Donbass, il n'en a pas la puissance. L'armée russe est 4 fois plus importante que l'armée ukrainienne. Mais quand David frappe là où on ne l'attend pas, dans la région de Koursk, à Moscou, sur des bases militaires qui ne sont pas assez bien défendues, là, les Russes sont très perturbés, alors que les Russes, comme les Ukrainiens, savent qu'à un moment ou à un autre, ils devront négocier une sortie de cette crise. Et le but pour les Ukrainiens, c'est que ce ne soit surtout pas une capitulation, c'est-à-dire qu'ils aient de vraies cartes à mettre sur la table de discussion. Donc on est en train de préparer là la suite des négociations, apparaître en position de force alors qu'il y a un balai diplomatique là qui se remet en place, le Premier ministre indien qui est attendu à Kiev, le Premier ministre chinois qui est aujourd'hui à Moscou. Très vraisemblablement, ces discussions commenceront par les échanges de prisonniers. Les Ukrainiens ont fait des centaines de prisonniers russes dans la région de Koursk. Région de Koursk dans laquelle, donc maintenant plus de 2 semaines après le début de leur opération, les Ukrainiens continuent à progresser. Et donc, ils utiliseront cet échange de prisonniers pour amorcer une première discussion. Je ne serais pas étonné que cette discussion aille bien au-delà, parce qu'en l'état, les Ukrainiens ont parfaitement conscience qu'ils n'ont pas les moyens de chasser l'intégralité de l'armée russe qui a envahi 18% de leur territoire. Mais les Russes ont conscience qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au-delà du Donbass.
Pour revenir sur Koursk, comment vous analysez la réaction des Russes ? Visiblement, ils n'arrivent pas à faire reculer les Ukrainiens. Ça fait 15 jours que cette incursion, cette offensive des Ukrainiens a commencé. Il y a la volonté de dissimuler la réalité pour Poutine ? Oui, et surtout, Poutine veut minimiser l'importance du fait. Comme il a échangé à sa société finalement une espèce de contrat de je suis d'une brutalité, d'une violence absolue, mais je vous garantis la sécurité et la puissance de la Russie, c'est inacceptable pour lui de dire que la Russie a pu être envahie en plus par un pays qu'il a lui-même cherché à soumettre depuis 2 ans et demi. Mais au-delà du discours de minimisation, il y a aussi une volonté de la part des Russes de ne pas tomber dans le piège que leur tendent les Ukrainiens, qui serait de dégarnir le front, notamment dans le Donbass, et de risquer une contre-attaque. Donc les Russes sont obligés de faire extrêmement attention à la manière dont ils vont déplacer ou pas leurs meilleures unités, qui aujourd'hui sont dans le Donbass, qui est à plus de 700 km par la route. Ils savent que si jamais ils réagissent trop fortement à cette opération, les Ukrainiens leur tendent forcément d'autres surprises. On voit, pendant que vous parliez, Guillaume Ancel, Poutine arriver hier soir en Tchétchénie, République russe du Caucase, qui est dirigée d'une main de fer par son allié Ramzan Kadyrov. Il ne s'était pas rendu sur place depuis 2011, le président russe. Qu'est-ce qu'il vient chercher au juste ? Il vient surtout afficher une forme de déni. Vous voyez, normalement, dans une crise comme celle actuelle, il aurait dû aller dans la région de Koursk pour rassurer les gens, pour leur montrer qu'il mobilisait tous les moyens. Pas du tout. Il va en Tchétchénie, qui n'a absolument aucune importance pour le pouvoir russe, et qui sont juste des vassaux, mais pour bien montrer qu'il n'est pas préoccupé par la situation militaire. Ce qu'il veut passer comme message, c'est ne vous inquiétez pas, cette petite incursion terroriste des Ukrainiens, nous l'écraserons facilement. Et ce que les Ukrainiens veulent passer comme message, c'est bien au contraire, vous avez voulu nous faire la guerre, eh bien nous déplaçons la guerre sur votre territoire. Un mot du président Zelensky qui faisait part de sa lassitude en début de semaine. Il veut obtenir le feu vert des Occidentaux pour utiliser leurs armes à longue portée en territoire russe. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que ça changerait quelque chose tactiquement ? En fait, il est très logique. Ce que le président Zelensky réclame, c'est de pouvoir se battre contre les Russes avec une main qui n'est pas attachée dans le dos par ses alliés. Il y a 54 pays qui soutiennent l'Ukraine. Et aujourd'hui, ces pays alliés, ou plutôt jusqu'au 6 août, ces pays alliés refusaient que les Ukrainiens utilisent des armes occidentales pour frapper le territoire russe. Puis finalement, ils l'ont accepté avec l'offensive contre Koursk, que tous les alliés connaissaient bien sûr, parce qu'on est dans la zone frontalière. Et ils estiment que finalement, c'est une zone tampon par rapport à la frontière. Mais ce que Zelensky dit, c'est « Attendez, les Russes nous frappent tous les jours, y compris à des centaines de kilomètres de la zone de front. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire la même chose ? Vous nous empêchez de nous battre à armes égales. » Et donc, en frappant avec des drones aujourd'hui, ce que les Ukrainiens ont voulu montrer, c'est que ça n'était pas une ligne rouge et que demain, ils devraient le faire avec des missiles Scalp, Storm Shadow ou JA-2SM, l'équivalent du Taurus, fournis par les Américains. Ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il faut qu'on laisse les Ukrainiens se battre à armes égales contre les Russes. Et c'est un argument qui pourrait faire mouche, qui pourrait faire évoluer les Occidentaux ? Oh oui, très clairement. On se souvient qu'il y a encore 1 an et demi, on se posait tous la question de est-ce qu'on a le droit de fournir du matériel militaire occidental sans que les Russes ne nous menacent d'armes nucléaires. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est dans une région russe, elle bombarde Moscou et le pouvoir de Poutine montre juste son extraordinaire fragilité. Merci infiniment Guillaume Ancel pour votre analyse toujours aussi limpide. Je rappelle le titre de votre ouvrage Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, paru chez Flammarion.